Bien, donc on démarre le cours. On commence par les deux exercices qu'il y avait à faire, hein. Il y avait le 15 et le 25, donc par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Donc il y a l'exercice 15 qui est l'exercice résolu. Alors vous me dites, pardon, vous me dites si vous voulez qu'on revienne sur certaines questions. Pour l'exercice 15. Bon, pas de questions, donc je passe. Il y avait le 25 après. Alors, faites attention, hein, parce que dans l'exercice 15, là, si je reviens au début, à la page 374, à la page 374, ici, voilà, pour tous les exercices, on vous donne ces valeurs, hein, donc là, comment on passe de Kelvin en degrés Celsius, hein. On ne dit pas degrés Kelvin, hein, on dit Kelvin. Donc je sais pas, s'il fait 25 degrés Celsius, bah, la température sera de 25 plus 273, 298 Kelvin. Et puis là, il y a les relations pour le flux, hein, donc avec la résistance thermique ici, la conductivité ici thermique, et en fonction de T à moins TB, et donc on a 1 sur TH qui est égal à lambda S sur E. Donc toutes les formules sont déjà données, en fait, vous n'avez pas à les apprendre, hein, c'est comme ce que je vous avais dit au niveau du cours. Donc au niveau du cours, je vous rappelle, hein, n'apprenez pas des choses inutiles, mais en fait, la formule du flux, là, les deux formules du flux ne sont pas à prendre, et ça, celle-là non plus, et celle-là non plus. Aucune des formules n'est à apprendre ici. Il faut juste connaître la signification du flux thermique. Voilà. Par contre, dans la partie d'avant, cette formule-là, en fait, les deux formules entre l'énergie interne et la variation de température sont à connaître. Voilà. Voilà pour ce petit rappel-là. Bon, et puis il y avait l'exercice 25, page 379. Donc le 25, donc sur l'isolation thermique, hein, le fait d'additionner ou pas d'additionner les résistances thermiques. Bon, est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice-là? Le RTH, on le met dans quelle unité du coup? Bon, on va revoir par rapport aux formules là, qui sont données. Hop, je reprends. Non, c'est pas celui-là que je voulais prendre. Ah, celui-là. Donc là, l'exercice 25. En fait, les unités pour la résistance thermique, ça se déduit de la formule de calcul, hein. Parce que, donc là, en fait, bah, il faut reprendre ici. Toc, toc, bon, si je reprends ça. Voilà, donc en fait, la résistance thermique, on a cette formule-là. Si je la reprends ici.
Donc la résistance thermique, RTH, E sur lambda S. Bon, bah, si on regarde les unités, E, l'épaisseur, bah, ça va être en mètres. Donc je regarde la dimension de, en fait, les unités, ça revient à trouver la dimension de RTH. Hein. Voilà, donc c'est des mètres. Le lambda est donné dans l'exercice, normalement, voilà. Donc ici, c'est des watts, mètre moins 1, Kelvin moins 1. Et puis, bah, l'aire de la surface, c'est en mètres carrés. Donc, c'est multiplié par 10 mètres carrés. Voilà, et après, bah, pour trouver l'unité ici, bien, on a des mètres. Là, des mètres moins 1 fois des mètres carrés, ça donne des mètres. Mètre par mètre, bah, ça se simplifie. Donc, mètre ici, mètre moins 1 et mètre au carré, ça s'en va. Donc, il reste quoi? Bah, il reste des Kelvin, l'inverse des Kelvin moins 1, donc ça va être Kelvin fois l'inverse des watts, donc fois watt moins 1. Voilà, ce qu'on retrouve bien ici dans la correction pour la formule de la résistance thermique, pour l'unité de la résistance thermique. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet exercice? Pas d'autres questions? Bon, très bien. Je vous avais demandé d'imprimer certains documents. Alors, dans cette partie-là, je vais vous demander de faire... je sais pas ce qui se passe là. Bon. Si on revient, vous aviez l'exercice... non, c'est pas celui-là. Hop. Je vais y revenir. C'est pas le sonar, on y reviendra. Dans les sujets bac, bon, ça patine là. Il y avait, alors que je me trompe pas, Centre étranger 2014, que je vous avais donné, voilà, celui-ci. Normalement, celui-là, donc vous l'avez, bon, je sais pas ce que c'est que ce bazar là, hop, voilà. Celui-ci là, vous l'avez normalement sur le drive. Donc suite au cours, en fait, je vous demanderai de faire cet exercice de bac, sauf les questions 4 et 5. Hein. Question 4, c'est sur l'écart type, il y a beaucoup de calculs, c'est pas très intéressant, et puis on ne le retrouve pas après dans les autres exercices de bac. Et l'exercice 5, il est mal posé, la question 5 est mal posée, et en fait, ça induit en erreur. Donc vous ne ferez pas le 4 et le 5, mais par contre vous ferez le 4 et le 3. Et vous voyez bien que, par exemple, vous voyez dans la question 2, on donne ici l'expression du flux thermique. Alors là, on reprend énergie thermique à la place de Q, hein, parce qu'on prend souvent grand Q, Q majuscule, à la place de ETH, mais c'est la même chose. Hein. Et vous voyez qu'ici, la différence température, delta θ, là, phi égale delta θ sur RTH, c'est donné ici. Il n'y a pas besoin de connaître ces formules-là. Alors, dans cet exercice de bac, en fait, il y a une notion qui est hors programme, mais qui est expliquée, et ça peut arriver, ça arrive dans certains exercices, c'est-à-dire que on va parler ici dans les données de la chaleur latente massique de fusion de l'eau. Donc,
on l'appelle LF, on donne une valeur ici, 333,5 joules par gramme. Donc, il y a marqué, ça correspond à l'énergie reçue par unité de masse d'eau lors du changement d'état solide-liquide, à température et pression constante. Donc, lorsque de la glace fond, eh bien, pour faire fondre 1 gramme de glace, il faut lui fournir 333,5 joules. C'est ce que ça veut dire ici, la chaleur latente massique, 333,5 joules par gramme. Donc c'est uniquement lors du changement d'état. Voilà. Donc cet exercice-là, la difficulté, c'est de bien comprendre ici l'expérience. En fait, je vous laisserai chercher et puis je, vous aiderai si vous avez des difficultés. Donc ça, ce sera à faire un petit peu plus tard, mais d'abord on va d'abord terminer le cours. Voilà. Donc là, si on reprend la feuille de cours, c'est pas celle-là, je vais y arriver. Voilà. Si on reprend cette feuille de cours là, donc on avait vu la dernière fois en fait les 3 modes de transfert thermique, qu'il faut connaître les noms et savoir expliquer au niveau microscopique ce qui se passe. Donc on avait vu la notion de flux thermique et de résistance thermique, donc à travers une paroi. Et puis voilà, la dernière partie, c'est le bilan énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande qu'est-ce que vous êtes censé connaître là-dedans? C'est établir un bilan énergétique faisant intervenir transfert thermique et travail. Bon, on va voir ça. On va voir ça tout de suite. Alors, déjà, petit rappel, donc sur l'énergie. Petit rappel, et puis la nouveauté avec l'énergie interne. Alors jusque-là, on avait vous aviez vu aussi les années précédentes, uniquement l'énergie mécanique, EM. L'énergie mécanique étant par définition la somme de l'énergie cinétique et potentielle. Donc là, de pesanteur, et là il y a marqué macro, parce que c'est macroscopique. Bon, c'est pour faire la différence entre l'énergie cinétique microscopique, mais on n'est pas obligé de marquer macro ici. Donc l'énergie mécanique, c'est EC plus EPP. Bon, mais en fait, on a vu la dernière fois, là, bon, par exemple, voilà, ma paire de ciseaux, là, la température est en train de monter dans la pièce, donc ma paire de ciseaux, son énergie est en train d'augmenter, même si elle ne bouge pas. Ce qui fait que si on veut vraiment parler d'énergie d'un système, par exemple ma paire de ciseaux, eh bien il faut parler de l'énergie totale, non seulement de l'énergie mécanique, qui dépend de la hauteur, qui dépend de la vitesse, mais aussi il va falloir parler de son énergie interne. Voilà, donc c'est ce qu'il y a au niveau du bilan énergétique ici. L'énergie totale d'un système, c'est à la fois l'énergie mécanique, enfin c'est la somme de l'énergie mécanique, et, grand U, de l'énergie interne. Donc l'énergie interne qui dépend, c'est ce qu'on avait vu là-haut, de l'énergie cinétique et potentielle microscopique. C'est ce qu'on a vu ici, voilà, l'énergie interne est la somme de toutes les énergies cinétiques et potentielles microscopiques de ces particules. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie totale d'un système. Bon, à partir de là, si le système il est isolé, donc s'il est isolé, ça veut dire qu'il n'y a aucun échange avec l'extérieur. Automatiquement, l'énergie totale va se conserver. Ça paraît assez évident. Bon, un exemple, c'est la bouteille. Alors j'ai mis thermo, en fait, thermos, c'est pas très bien parce que je crois que c'est une marque là. J'aurais dû mettre thermostatique ou la bouteille isotherme en fait. Donc quand on prend une bouteille un thermos, ce qu'on appelle souvent un thermos, on met une boisson chaude et une boisson froide dedans. Et bien la boisson va rester chaude ou va rester froide assez longtemps. Donc on peut considérer que sur une courte durée,
que la boisson est isolée ou que le thermos est isolé à l'intérieur, donc qu'il n'y a pas d'échange avec l'extérieur. Donc la boisson ne change pas de chaleur avec le milieu extérieur, donc on peut dire que le système thermos-boisson est isolé. Voilà, la bouteille non plus ne se réchauffe pas, elle est complètement isolée par rapport à l'extérieur. C'est un exemple, hein, mais en règle générale, c'est quasiment impossible d'avoir un système totalement isolé. Voilà. Donc de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il n'échange rien du tout, aucune énergie avec l'extérieur. Bon, à partir de là, la plupart du temps, il va y avoir échange d'énergie avec l'extérieur. Donc, ce qui va nous intéresser, ça va être les variations d'énergie que l'on va pouvoir mesurer. Donc, la variation d'énergie totale d'un système, ça va être la variation d'énergie mécanique plus la variation d'énergie interne. Et là, c'est égal à quoi, cette histoire-là? Eh bien, cette variation d'énergie correspond à la somme des travaux des forces non conservatives et des transferts thermiques qui sont échangés avec l'extérieur. Bon, tout ça, ça paraît un petit peu compliqué. On va voir dans des exemples. Donc là, par contre, ça, c'est à connaître ce qui est en gras ici. Les transferts énergétiques. Donc si on a un système, s'ils sont reçus par le système, ils sont comptés positivement. Et s'ils sont cédés par le système, ils sont comptés négativement. Donc là, je sais pas, par exemple, la température de la pièce est en train de se lever, d'augmenter. Donc, mes ciseaux, ou à la limite, là, je les touche, mes ciseaux, donc là, mes ciseaux sont en train de monter en température. Donc, si mon système, ce sont les ciseaux, eh bien, pour l'instant, la variation d'énergie interne, ici, elle va être positive. Hein. La température après est supérieure à la température avant. Et donc, mes ciseaux reçoivent de l'énergie thermique de mes mains, par exemple, et cette énergie, elle est comptée positivement. Voilà. Si, par exemple, le système, c'était moi, c'était mon corps, mes mains, en ce moment, mes mains sont en train de réchauffer les ciseaux. C'est pour ça qu'on a cette sensation de froid quand on touche un objet métallique. Mes mains sont en train de réchauffer les ciseaux, et donc là, en ce moment, j'ai un transfert d'énergie thermique de mes mains vers les ciseaux. Si le système qu'on étudie, c'est mes mains, et ce transfert thermique-là serait compté négativement. C'est de l'énergie perdue par le système. Hein. Donc l'énergie gagnée comptée positivement, l'énergie perdue comptée négativement. Voilà, ça c'est bien à connaître. Voilà. Bon, autre chose qui est à connaître ici, je ne l'ai pas mis en gras, j'aurais dû le mettre là. En fait, s'il y a un courant électrique qui fournit de l'énergie, on va considérer que c'est un travail. Par exemple, on a un radiateur électrique qui va chauffer une pièce, donc on considère que c'est du travail qui est fourni sous forme électrique. Voilà. Bon, si par exemple, la variation d'énergie mécanique est constante, donc il n'y a pas de variation d'énergie cinétique, d'énergie potentielle, ce qui était le cas pour mes ciseaux tout à l'heure, par exemple, qui restaient à la même altitude et qui ne bougeaient pas. Donc à partir de là, si on a donc delta EM qui est égal à 0, et ce qui fait que delta E est égal à delta U est égal à la somme des travaux et des transferts thermiques échangés. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. Donc là, il y a l'exemple, il y a le bloc de cuivre, un bloc de cuivre chauffé, donc j'aurais pu prendre l'exemple de ma paire de ciseaux, reçoit de l'énergie thermique, son énergie mécanique ne change pas, mais son énergie interne augmente, donc on a bien, même si delta EM est égal à 0, delta E, la variation totale d'énergie, qui est égale à la variation d'énergie interne plus la variation d'énergie mécanique, n'est pas nulle. C'est égal, et ce sera égal uniquement à la variation d'énergie interne. Hein. Voilà. Bon,
Donc, on va voir ici deux exemples hein, pour faire tout ça, parce qu'au départ, ça paraît un petit peu étrange, hein. Bon, alors, on va faire l'étude ici d'une capsule, une capsule qui rentre dans l'atmosphère. Donc, si on veut faire le bilan énergétique, c'est ce qu'il y a de marqué ici, donc faut d'abord savoir le bilan énergétique de quoi. Donc là, le système, ça va être par exemple la capsule. Et après, il faut regarder. Qu'est-ce qu'il y a comme transfert énergétique? Est-ce que c'est du travail, notamment du travail électrique? Est-ce qu'il y a des transferts thermiques entre ce système et l'extérieur? Et puis après, une fois qu'on les a identifiés, dans quel sens se font ces transferts d'énergie? Et donc, on va les compter positivement si le système reçoit l'énergie, négativement s'il en perd. Donc là, la capsule spatiale elle rentre dans l'atmosphère et vous voyez que non seulement elle s'échauffe, du fait par les frottements entre la capsule et l'air, et en plus elle émet aussi de la lumière. Elle devient lumineuse, incandescente. Donc ici, comment on fait? Eh bien, on a l'habitude de représenter le système dans un ovale, comme ça, par exemple, on écrit, ben voilà, la capsule, et on regarde qu'est-ce qu'elle reçoit et qu'est-ce qu'elle émet. Donc déjà, en fait ici, euh, elle va s'échauffer, donc elle va gagner de l'énergie à cause des frottements qu'il y a avec l'air. Donc les frottements, en fait, ça va être sur une certaine distance, hein, donc ici c'est un travail, des forces de frottement. On a une force de frottement ici. Donc on marque ici travail des forces de frottement de l'air. Et comme ça a pour tendance à fournir de l'énergie à la capsule, ça a tendance à faire augmenter la température, on va le compter positivement. Bon voilà. Alors on peut regarder quelles autres forces s'appliquent sur la capsule. Par exemple, il y a qu'est-ce qu'il y aurait comme autre force à part les forces de frottement de l'air qui s'exercent sur la capsule? Alors la gravité, oui, ce serait bien de dire un autre nom. La pesanteur, la force de pesanteur, oui, en fait, ce serait ce qu'on appelle le poids. Voilà, le poids, effectivement. Bon, mais le poids, c'est une force conservative. Oui, avec un S, absolument. Le poids, c'est une force conservative, hein, elle ne dépend pas du chemin suivi, et puis elle ne fait pas varier l'énergie mécanique. Donc ici, les forces conservatives, le travail des forces conservatives, on ne les met pas, parce que ça ne fait pas gagner ni perdre de l'énergie. Par exemple, je sais pas moi, si hop, je reviens là. Donc la capsule, elle est là, voilà, elle tombe, et puis après, elle est là. Bon, très bien. Donc ici, il y a le poids qui est vertical. Là, il y a le poids. Bon, très bien. Entre le point A et le point B. Donc le poids à travailler, effectivement. Mais le travail du poids, en fait, ça va faire perdre de l'énergie potentielle, mais ça va aussi accélérer la capsule qui gagne en énergie cinétique. Donc, en fait, ici, ça ne fait pas, comment dire, c'est comme le poids est une force conservative, on va pas, on va pas le prendre dans le bilan. Ça ne fait ni gagner ni perdre de l'énergie, hein, parce que s'il n'y avait pas de force de frottement, en fait, l'énergie potentielle perdue est transformée en énergie cinétique. Voilà. Donc ça, c'est cette petite remarque-là, hein. Donc j'ai mis, on ne met pas le travail des forces conservatives. Bon, ensuite, la capsule, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elle émet des rayonnements électromagnétiques, hein, de la lumière, hein, notamment, et puis aussi des infrarouges, elle perd de la chaleur, donc ça, elle émet de l'énergie vers l'extérieur, hein, la lumière c'est vers l'extérieur, donc l'énergie perdue par rayonnement, je mets Q ici, on peut mettre un grand E, hein, c'est pas grave, comptée négativement, et flèche vers l'extérieur. Et de même, la capsule, en fait, bon, elle s'échauffe, de par les frottements,
mais en même temps, bah, elle va réchauffer l'air environnant. Donc elle perd de l'énergie par contact en réchauffant l'air qui est au contact ici. Donc ici, c'est par conduction, parce que c'est au contact, hein, type de transfert thermique au contact là. Et donc là, on a aussi de l'énergie qui est perdue, donc qui est comptée négativement. Bon, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc là, on vient de faire le bilan énergétique de cette capsule. S'il n'y a pas de questions, bah, on va passer sur un autre exemple, hein, bah, le sauna. Alors, le sauna, une cabine de sauna, c'est d'ailleurs, le sauna, c'est le seul nom finlandais qu'il y a dans le dictionnaire français. Parce qu'en fait, bah, le sauna, c'est une pièce où on a ici un poêle qui fournit de la chaleur avec des pierres volcaniques dessus. En fait, c'est de la chaleur sèche, hein. Il n'y a pas, contrairement au hammam où c'est de la chaleur humide, ici c'est de la chaleur sèche, hein. Il n'y a pas de vapeur d'eau. Et donc la température de la pièce peut monter, par exemple ici, jusqu'à 80 degrés Celsius. Et en fait, on se met dans cette pièce-là. Le mieux dans un sauna, c'est d'y être tout nu, parce que sinon, bah, on transpire, et avec des sous-vêtements, bah, c'est pas très hygiénique. Et bah, en fait, on va éliminer pas mal de choses. Bah, on n'y reste pas 2 heures, hein, parce que vous comprenez bien qu'à 80 degrés Celsius, ça devient dangereux à un moment donné. Et après, on prend une douche froide, on attend un petit peu, on retourne dans le sauna. Dès que ça va plus, on ressort, on reprend une douche froide, on retourne dans le sauna. Normalement, on le fait 3 fois et c'est excellent, absolument excellent pour la santé. D'ailleurs, tous les Finlandais ont un sauna. Euh, vous faites souvent des saunas? Non, mais j'ai eu la chance d'aller en Finlande et donc j'ai goûté au sauna en Finlande et c'est absolument extraordinaire. Et en fait, à la place de prendre une douche froide à la sortie, bah, on allait se rouler dans la neige. Et des fois, si on est à côté d'un lac, bah, on va plonger dans le lac pour faire un choc thermique, un lac gelé. Mais c'est absolument génial. Et donc, si vous n'avez jamais fait, bah, je vous conseille de le faire, mais de le faire bien. C'est vraiment très hygiénique et très 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 bon pour la santé, hein. Voilà, donc et par exemple en Finlande, il y a une mine qui est la plus profonde au niveau mondial ou européen, et au fond de la mine, bah, il y a des saunas. Donc les mineurs, en fait, bah, ils prennent la douche et ils prennent un sauna avant. En plus, ça délasse, ça détend. En fait, c'est extraordinaire. Je vous conseille d'essayer un jour si vous ne l'avez jamais fait. Donc le faire 3 fois de suite, hein, c'est comme ça que c'est le plus efficace. Bien, bon ben, donc si on a un petit exercice là-dessus, je vous laisse chercher un petit peu, et puis on le corrigera ensemble. Alors je vous laisse chercher. Donc quel travail est échangé entre ce système? Alors il faut bien faire attention, le système c'est la cabine, le radiateur et l'air intérieur, tout ça ensemble. Quel est le travail entre ce système et le milieu extérieur? Donc en fait, bah, ici, on a donc le radiateur qui va fournir, qui va chauffer l'intérieur de la cabine. Donc en fait, tout ça c'est dû à il fonctionne grâce à de l'électricité, hein. Ça doit être marqué quelque part, voilà, par un radiateur électrique. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Donc, il y a consommation d'électricité. Donc là, en fait, il fallait mettre. Je vais y venir là. Donc la question 1. Donc en fait, c'est du travail électrique.
que l'on a déchangé, hein. Donc c'est du travail électrique, hein. Voilà. Et après, on demande ici bah, quel est son signe, le travail par rapport à 0. Donc quel va être le signe du travail électrique? Eh bien, positif, absolument. Parce que en fait, c'est de l'énergie, de l'énergie qui est reçue. Parce que reçue par le système, hein. Parce que en fait, voilà, la cabine va chauffer, donc elle monte en température, son énergie interne augmente, et donc ici on a un travail qui est reçu. Bien. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas fait la question 2? Tout le monde a fait la question 2? Bon alors ici là, quel transfert thermique est ou sont échangés entre ce système et le milieu extérieur? Donc préciser le signe de ces transferts. Donc là, le milieu extérieur, en fait, qu'est-ce que c'est? On a la cabine, hein, bien sûr. Mince, y arriver, moi. Donc si on résume, hein, on a ici la cabine, voilà. Et on a le milieu extérieur, donc en dehors, enfin la cabine et puis le radiateur et l'air intérieur, hein. Si je fais le radiateur qui est là, hop, voilà. Mais attention, au niveau de l'extérieur, on a aussi la personne qui est là. Voilà. Euh, donc on a cette personne qui est là. Donc ce qui fait que le milieu extérieur, c'est non seulement ce qu'il y a à l'extérieur de la cabine, mais c'est aussi euh, le, le personnage. Donc à partir de là, effectivement, comme la cabine, en fait, ici, il y a des pertes thermiques entre la cabine et l'air extérieur. Donc, il va y avoir un transfert thermique vers l'extérieur, hein. Donc ce transfert thermique, je sais pas, on l'appelle comme on veut, hein, par exemple, transfert thermique vers l'extérieur. Donc on peut l'appeler Q, hein, par exemple. Donc transfert thermique vers l'extérieur parce qu'en fait il y a de la chaleur qui part vers l'extérieur, hein. La cabine n'est pas forcément bien isolée. Donc ici, voilà, on a ici ce transfert Q qui se fait un peu partout là. Bon, à partir de là, comme dit Arthur, bah, le système perd de l'énergie, donc ce transfert thermique là, il est inférieur à 0. Il est négatif. Voilà. Et puis il y a aussi, bah, il y a encore autre chose, hein, c'est-à-dire que euh, par rapport au personnage qui est dedans, le système est plus chaud que le personnage, donc il va y avoir un transfert thermique qui va se faire aussi en direction du personnage. La température du personnage va monter. On peut l'appeler par exemple Q', hein, ce transfert thermique. Et donc là c'est pareil, ce transfert thermique Q' vers le personnage est perdu par le système, et donc il va être aussi négatif. Bon, voilà, donc là après il faut les nommer, hein. Q, en fait c'est on va dire le perte thermique vers l'extérieur, et puis après en fait c'est un transfert thermique vers la personne qui est dans le sauna. Voilà. Bien. Bon après, bah, une fois qu'on a fait ça,
Une fois qu'on a fait ça, il est demandé ici de représenter le bilan énergétique. Alors là, il n'y a aucune valeur, hein. Ici, il n'y a pas de calcul, rien du tout. Donc quand on fait le bilan énergétique, on écrit le système là. Donc le système, c'est cabine plus radiateur plus air extérieur, hein. Donc là, voilà, cabine plus radiateur plus air extérieur plus je raconte moi, plus air intérieur, voilà. Voilà. Ça, bah, on l'entoure. Voilà. Et puis, bah, à partir de là, bah, il faut représenter les flèches vers l'intérieur ou vers l'extérieur et, euh, et dire en fait quelles énergies on a en transfert, hein. Donc je vous laisse faire 2 minutes, là, ça doit suffire. Donc en fait, bah, c'est par rapport à ce qu'on a vu avant, hein. Il y a l'électricité qui vient de l'extérieur, hein, qui permet au radiateur de fonctionner. Donc ici, on peut mettre une flèche dans le sens là où on a le travail électrique, hein, ici, qui est là, hein, ce qu'on avait vu dans la première question. Donc celui-là, il est compté positivement. Et puis, bah, ce qu'on vient de voir, en fait, il y a Q et Q'. Alors attention, il faut bien sûr faut bien dire dans le 2 à quoi ça correspond, hein. Donc le Q, en fait, par exemple les transferts thermiques vers l'air extérieur, parce que c'est pas bien isolé, hein, c'est ce qui est marqué ici, les pertes thermiques, hein. On peut dire ça, c'est pertes thermiques. Et là, en fait, ça, c'est vers. Je pourrais même mettre ici, hein, par exemple, là, je pourrais même mettre ici, là, air extérieur, hein. Et puis là, je pourrais dire, je sais pas comment il l'appelle, là, la personne, voilà. Ici, je pourrais marquer ici, voilà, ça c'est vers la personne qui est dans la cabine. Voilà. Donc voilà ici le bilan. Alors après, bon, on peut avoir des exercices où il y a des valeurs, c'est-à-dire qu'on va calculer l'énergie reçue, les énergies qui sont perdues, et quand on fait le bilan, ben, le bilan il va être soit positif, soit négatif, hein, c'est-à-dire positif si on reçoit plus d'énergie qu'on en perd, ou négatif si on en perd plus qu'on en reçoit. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Est-ce qu'il y a des questions là? C'est bon? Donc là, après, ben, il y a la dernière question, hein. Comment varie dans ces conditions l'énergie interne du système? Bon, euh, alors là, il faut bien comprendre la question, il est marqué comment varie l'énergie interne du système. Donc si je dois écrire quelque chose qui correspond à cette phrase-là, variation d'énergie interne, comment j'écris ça? Si j'écris une formule, hein. Comment on écrit bah, la variation d'énergie interne mathématiquement?
vous bousculez pas, hein. Non, mais là, c'est pas la. En plus, elle décroît. Non, en fait, la réponse n'est pas bonne, Arthur. Mais moi, je demande juste comment mathématiquement, là, si on écrit, sans faire de phrase, hein, la variation d'énergie interne, j'écris quoi? Je vais pas écrire W, je vais pas écrire Q, je vais écrire quoi? L'énergie interne, dans le cours, on l'appelle avec quelle lettre? Alors delta, ça va être pour, effectivement, on va écrire delta, oui, voilà, c'est ça. Delta, ça veut dire la variation, et l'énergie interne, effectivement, CU. Effectivement. Donc comment varie dans ces conditions l'énergie interne du système? Alors là, tu mets qu'elle décroît, Arthur, pourquoi? Tu peux ouvrir ton micro, hein, pourquoi tu disais qu'elle décroît? Bah, en fait, je me suis dit, vu que W, c'est peut-être un peu nul comme raisonnement, mais vu que W, il est positif et qu'il y en a deux qui sont négatifs, c'est une analyse un peu Ouais, ratée, mais mais. ils ont pas forcément les mêmes valeurs. Oui, bah oui, oui, c'est pour ça que après, Bah je ouais. vais parler trop vite encore une fois, hein, ça m'arrive souvent, mais bon, bref. Bien, non, mais c'est pas grave, hein, c'est bien de tenter, hein. Ouais, ouais. Bon, bah en fait, ici, la variation d'énergie interne, bah, elle est nulle. Elle varie pas. Il y a quelque chose dans le texte bah, qui permet de le savoir. Qu'est-ce qui, dans le texte, permet de savoir que la variation d'énergie interne ne varie pas? Oui, Antoine, la température interne, elle est constante. Et en fait, bah voilà, si on reprend vous avez des formules que vous devez connaître avec delta U. Quelle formule vous connaissez pour delta U? Formule du cours qui est à connaître et qui est utile ici. Travail plus Q, oui, mais c'est pas celle-là qu'on va utiliser pour l'instant, qui permet de montrer que c'est zéro dans ce cas-là. Donc c'est plus au début du cours. Euh, ah oui. Donc plus au début du cours. Oui, c'est ça, delta U est égal à C delta T, hein. En fait, c'est ces deux formules-là, la variation d'énergie interne qui est égale à C delta T, ou MC delta T, ça dépend de ce que représente la capacité thermique, si elle dépend de la masse ou pas, hein. Donc là, effectivement, on a, si je simplifie ici, là, delta U est égal à C delta T, hein, voilà. Ça, c'est la différence de température, et le delta T, bah, il est égal à zéro, parce qu'on vous dit que la variation, que en fait, la température à l'intérieur, elle est, en fait, elle est maintenue constante à 80 degrés Celsius. Voilà. Et ça, effectivement, d'après le cours, donc, c'est égal à la somme des travaux euh, et, et des énergies thermiques qui sont échangées. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ici? Attention, le travail ici, c'est donc le travail électrique là, et les énergies thermiques échangées, c'est Q et Q'. Donc là, j'écris à la fois Q plus Q'. Voilà. Et donc ça entraîne que bah, le travail électrique est égal à l'opposé de la somme des transferts thermiques vers le personnage et vers l'extérieur. Donc voilà ce que ça interpréter le résultat, c'est ce que ça veut dire, hein. Donc la somme le travail électrique est égal à l'opposé, enfin en valeur, hein, des transferts thermiques échangés vers l'extérieur. Voilà.
Bien. Donc là, vous voyez, ici, on réutilise cette formule qu'on doit connaître. Et cette formule-là, en fait, qui revient en fait ici, qui se déduit du schéma, parce que là, en fait, ici, l'énergie totale du système, étant donné qu'il ne bouge pas, l'énergie mécanique est nulle, donc l'énergie totale, c'est tout simplement l'énergie interne. Donc la variation d'énergie totale, c'est la variation d'énergie interne, qui est égale à ça. Et donc les variations, c'est ce qui rentre et c'est ce qui sort. C'est ça qui nous indique qu'est-ce qui fait varier l'énergie. Donc on retrouve delta U est égal à W plus Q prime. Voilà. Bon, voilà, on a terminé ici cet exercice-là. À partir de là, qu'est-ce que je voulais voir, moi? Eh bien, il reste à faire les exercices de bac. Je regarde une petite chose d'abord. Qu'est-ce que je voulais voir? Oui, oui, oui. Exercice de bac. Donc, exercice de bac, il s'agit je vais y arriver moi, de l'autre exercice que je vous avais donné, Pondichéry 2015, qui est sur le drive. Pondichéry 2015, donc c'est l'un de 2015, voilà ici. Il y a pas mal de sujets au bac sur les transferts thermiques, et il n'y en a pas eu tant que ça qui sont sortis pour la métropole, hein. Bien. Alors, quelque chose de très classique, dès qu'on parle de transfert thermique, et tout le monde a ça chez soi, c'est une pompe à chaleur. Qui n'a pas de pompe à chaleur chez soi? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de pompe à chaleur chez eux? Non, ça m'étonne que tout le monde pense qu'il a une pompe à chaleur. Antoine, je crois pas. Ismaël, non. Bon, en fait, tout le monde en a une parce que tout le monde a un réfrigérateur et dans un réfrigérateur, il y a une pompe à chaleur. Oui, absolument. Attention, le frigo, ça vient de Frigidaire, qui est une marque. Donc normalement, on doit dire réfrigérateur. C'est comme pour les mouchoirs en papier, hein. On dit un Kleenex, mais non, c'est un mouchoir en papier, chose comme ça. Non, Ismaël, c'est bon. Bon, alors, le principe de la pompe à chaleur. Euh, en fait, je vais vous laisser lire, découvrir le document, et je vous explique après comment fonctionne une pompe à chaleur, sachant qu'il y a en fait, dans la pompe à chaleur, il y a quatre parties, hein. Un vaporisateur, un compresseur, un condenseur et un détendeur. Et il se passe tout un tas de choses avec des transferts thermiques. Donc là, maintenant, je vous laisse lire. Alors, il y a pas mal de documents, hein, ici, mais il est très intéressant cet exercice-là. Donc je vous laisse lire les documents et puis je vous expliquerai après un petit peu plus en détail le fonctionnement de la pompe à chaleur. Voilà. Alors en fait, la pompe à chaleur, hein, donc qu'on appelle une PAC. Et en fait, comme le dit le document ici, ce qui est intéressant, c'est le coefficient de performance, hein, qui est une sorte de rendement en fait. Donc quand on dit comprise entre 2,5 et 5, ça veut dire, par exemple si c'est 5, ça veut dire que si la pompe à chaleur, elle consomme, parce qu'elle fonctionne à l'électricité, si elle consomme 1 kWh d'électricité, eh ben, elle fournit 5 kWh de chaleur. Alors ça c'est formidable parce qu'en fait elle fournit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Mais si on a un petit peu de notion de physique, l'énergie elle vient pas de nulle part. Donc elle vient de quelque part et
elle va venir, bah, par exemple, alors là ici c'est l'exemple pour chauffer une piscine, mais ça pourrait être l'exemple pour chauffer une maison, hein. Il y en a certainement certains d'entre vous qui ont un chauffage par pompe à chaleur. Donc en fait, bah, d'ailleurs pompe à chaleur, je sais pas, où est-ce que j'ai ça moi. Mince, c'est pas ça que je veux voir. Pompe à chaleur, je pourrais faire, souvent RR, ce qu'il y a à l'extérieur. Voilà, certains ont des fois ça à l'extérieur de chez eux, et puis cette chose-là à l'intérieur qui envoie de l'air chaud ou de l'air froid, ça peut faire du chaud ou du froid comme de la climatisation, hein. Donc ce module-là, il est à l'extérieur de la maison, hein, par exemple là. Et après, bon, on peut aussi chauffer des radiateurs avec, hein, enfin l'eau de radiateur avec. Donc il y en a certainement parmi vous qui ont ce genre de chauffage-là. Voilà. Donc ici, comment ça fonctionne? Eh bien là, on a la pompe à chaleur. Ben, la pompe à chaleur, elle va consommer de l'électricité, donc elle reçoit de l'énergie électrique. Ici, le travail électrique reçu. Et elle fournit de la chaleur à l'eau du bassin. Donc de l'énergie vers l'extérieur. La pompe à chaleur produit de l'énergie. Et s'il y a 1 kWh, enfin, ou si c'est des joules, allez, je mets 1000 joules là, c'est pas du tout pareil qu'un kilowattheure, hein, mais s'il y a 1000 joules là reçus par l'électricité, si ça en fournit 5000 à l'eau du bassin, bah, ça veut dire qu'il manque 4000. D'où viennent ces 4000 joules? Eh bien, la PAC va prendre cette énergie dans l'air extérieur, tout simplement. Donc, si là j'ai 1000 et que là il sort 5000, ça veut dire que là je vais avoir 4000 qui vont rentrer par là, pour que ce soit un bilan équilibré, hein. L'énergie n'apparaît pas, ne disparaît pas comme ça, hein. Donc l'idée, ça va être de prendre de la chaleur dans l'air extérieur, même s'il est plus froid que l'air de la maison ou que l'eau du bassin. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, comment c'est possible? Donc ici, si on regarde en fait le problème ici, là, dans la pompe à chaleur, on a une circulation d'un fluide dans des tuyaux. Donc c'est ce qui se passe aussi dans un réfrigérateur, hein. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Là, par exemple, j'ai un détendeur. Donc on va jouer sur la pression du fluide qu'il va y avoir dans les tuyaux. Donc là, si j'ai un détendeur, le détendeur, ça fait une détente. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une détente? Eh bien, en fait, il y a un refroidissement qui se passe. Vous avez peut-être déjà remarqué, si vous aviez utilisé un petit chauffage à gaz de camping, la cartouche de gaz, eh bien, quand elle se vide au fur et à mesure, eh bien, elle devient de plus en plus froide, la cartouche de gaz. Parce qu'en fait, il y a de moins en moins de pression, donc on dit qu'il y a une détente, contrairement à une compression. Et donc, bah, le fluide qui est à l'intérieur de la cartouche refroidit. Donc là, en fait, ici, on va le faire grâce à une sorte de moteur qui consomme de l'électricité. Donc on va détendre le fluide. Donc le fluide va se refroidir et il va devenir très froid. La température va être très basse. Et à partir de là, ici, là j'ai l'air extérieur. Et donc ici, qu'est-ce qui va se passer ici, là? Donc on va prendre ici de la chaleur à l'air extérieur. Alors, comment on explique ça? Euh, hop. Alors, comment on explique ça? Bah, très, très souvent, à ce niveau-là, si c'est au niveau du réfrigérateur, par exemple, on va avoir comme un serpentin pour multiplier les échanges avec l'air extérieur. Voilà. Donc là, il y a le détendeur.
Et là, à la suite de ça, il va y avoir le compresseur. Voilà. Donc ici, on arrive, le fluide qui est dedans, la température a baissé à cause du détendeur. Et ici, j'ai l'air extérieur, par exemple. Donc l'air extérieur, si je dis n'importe quoi, même s'il est à 10 degrés Celsius, eh bien, si là-dedans, c'est juste à 3 degrés Celsius, par exemple, ça peut être moins, hein, on peut avoir des températures plus basses, et ben, automatiquement, il va y avoir un transfert thermique du corps chaud vers le corps froid. Donc l'air qui est à 10 degrés va réchauffer notre fluide qui est à 3 degrés ici. Donc le fluide va se réchauffer, et après, le compresseur, il va être comprimé, donc le fluide qui est à 3 degrés, il va passer à peu près, bon, c'est à peu près à 10 degrés, hein, bon, c'est pas exactement ça, mais bon, c'est pas très très grave, donc il augmente de température, et là, le compresseur, on comprime le fluide, et quand on comprime, c'est comme quand on a une pompe en fait de vélo, hein, si vous faites des compressions, vous allez voir que la pompe, elle va chauffer. Et donc, la compression fait augmenter la température. Donc je dis n'importe quoi, là, pof, on va arriver à 50 degrés, suite à ça. Et puis après, bah là, on va voir comme un nouveau serpentin ici, hop, et là, on a le condenseur, en fait, on a l'eau du bassin, là par exemple, donc ça peut être l'eau du bassin ou ça peut être l'eau qui va circuler après dans vos radiateurs. Donc je sais pas moi, l'eau du bassin qui arrive ici et qui est à, je dis n'importe quoi moi, à 23 degrés par exemple, hop, bah, au contact du serpentin ici, il va se réchauffer, et donc l'eau va repartir ici, je sais pas moi, à, euh, à 38 degrés, enfin j'en sais rien, enfin bon. Hop, donc l'eau est réchauffée. Le fluide qui était à 50 degrés, bah, il est refroidi là. On va dire, allez, pof, il refroidit à 23 degrés par exemple. Pof, on lui fait faire une détente, ça le refroidit encore à 3 degrés. Il peut choper ici de l'énergie, alors que là, vous voyez, l'énergie ici, hop, elle va vers l'extérieur. La pompe à chaleur, elle fournit de l'énergie ici. Et donc, là, si je reviens, bah, l'eau qui est à 23 degrés, elle est détendue, elle redescend à 3 degrés, pof, elle est moins froide que l'air, donc l'air réchauffe, etc. Donc ici, bizarrement, avec de l'air à 10 degrés, on peut chauffer de l'eau qui est à 23 degrés Celsius, grâce au travail de compression et de détente. Donc là, ici, lors de la compression et de la détente, pour la circulation du fluide, on consomme de l'énergie. Et là, c'est de l'énergie gratuite ici. L'énergie de l'air, c'est de l'énergie gratuite. Donc ça, on ne le paye pas. La seule chose qu'on va payer, c'est l'électricité. Donc c'est pour ça qu'on dit après un coefficient qui peut aller jusqu'à 5, c'est-à-dire qu'une pompe à chaleur peut, par exemple, fournir 5 fois plus d'énergie qu'elle n'en consomme, en fait, parce que c'est l'énergie qu'on consomme, c'est l'énergie qu'on paye, l'énergie électrique. Alors que l'énergie ici, qui est apportée, hein, elle est gratuite dans l'air. Donc c'est tout l'intérêt d'une pompe à chaleur. L'inconvénient d'une pompe à chaleur, c'est quand il fait très froid. C'est-à-dire que quand il fait froid dehors, que les températures sont négatives, et ben le rendement va baisser et donc on va consommer beaucoup plus d'électricité pour produire de la chaleur. Donc la pompe à chaleur, c'est pas forcément très 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 bien quand il fait très froid. Voilà. Et puis après, ben, on peut avoir des pompes à chaleur réversibles hein, qui vont fonctionner dans l'autre sens et qui, à la place de chauffer, vont refroidir, hein, tel le réfrigérateur. C'est-à-dire le réfrigérateur, la pompe à chaleur, le réfrigérateur, il serait ici. Il serait là. Donc là, j'ai mon réfrigérateur avec un air qui est normalement à 4 degrés. Hein, voilà. Et puis, bah, l'idée, c'est d'avoir ici un fluide au niveau de la pompe à chaleur dont la température soit inférieure, soit bien inférieure aux 4 degrés, et qui encore, en fait, le fluide va prendre de la chaleur à l'air du frigo. Mais en même temps, ça en expulse. Donc, d'ailleurs, chez vous, votre réfrigérateur, si vous regardez derrière, si vous avez votre réfrigérateur ici, là, hop, avec, je sais pas moi, les poignées là, toc, 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 et ben derrière, là, ici, il y a une grille, avec un système de récupération d'eau ici, en cas, mais ici, c'est là où on a tout un serpentin, et ce serpentin-là, ici, évacue de la chaleur vers l'extérieur, donc là, c'est chaud.
Alors, s'il y en a que l'été, ils veulent se rafraîchir avec un réfrigérateur, c'est une très mauvaise idée, parce que si vous ouvrez le réfrigérateur, alors effectivement, l'air frais qu'il y a dedans, ça va refroidir la pièce. Mais il y a un moteur qui tourne, hein, et donc ce moteur qui tourne euh, consomme de l'électricité, et en plus ici, on produit de la chaleur. Donc en fait, un réfrigérateur produit plus de chaleur qu'il ne fait de froid, en quelque sorte. Donc ce serait une très mauvaise idée. Voilà. Donc voilà ici pour cet exercice. Bah écoutez, là maintenant, dans le temps qui reste, bah, vous avez cet exercice-là à faire. Et puis, bah, il y a aussi l'autre exercice de bac qui est à faire. Donc je vous laisse faire et je n'interviens que s'il y a des questions. Voilà. Programme de soins corporels. Vous voulez visiter des installations, c'est ça? Non, c'est pour votre belle jouvence. Vous voudrez essayer des tissus gratuitement. Oui, parce qu'on a plein d'amis qui sont beaucoup plus détériorés que nous. Donc ça vous ferait de la bonne clientèle. C'est-à-dire que gratuitement, vu le prix que ça coûte. Ah, mais je crains que ça ne soit pas possible. Et puis, on pourrait aussi en parler quand on passera à la télévision. À la télévision? Un instant, je vous prie. Bien joué, vous la télé. Vous voyez, je dis pas des bêtises. Les personnes de la télévision qui veulent rentrer gratuitement. Ah non. Eh bien, c'est d'accord. Bon, mon prénom, s'il vous plaît. Moi, c'est Lucienne. Gisèle Rouleau. Ah, vous tombez bien, faudrait passer la serpillière dans les douches. Voici Vanessa. Il va vous présenter toutes les activités de nature. En attendant, si vous voulez bien vous changer le vestiaire. Elle nous changeait, mais on n'a pas l'équipement. Mais c'est pas un problème. C'est tout connu. Ah, chouette. Voilà. Tiens, vous êtes prêts? On va entrer au pyjama. Ah, je me sens déjà plus jeune là. Ça vous va bien, petite couleur vive? Salut les meufs. La poule là, on la laisse mijoter. Ça vous plaît? Ça me rappelle les loups quand ils maudissent dans leur bouillante. Pour trouver une petite femme, ça va bien.
Visiblement, il n'y a pas de questions. Donc, ce qu'il faut faire, il faut terminer cet exercice de bac. S'il n'est pas déjà fini, hein, je pense qu'on n'est pas très loin quand même. C'est bien de faire les questions de l'autre exercice, hein, de s'avancer au maximum. Pour demain, par contre, ce que je vais vous demander, c'est euh, hop, sur le drive, j'ai mis des documents, en fait, ce serait bien de les imprimer si vous pouvez. Donc dans le chapitre suivant, j'ai modifié l'ordre des chapitres. Donc le chapitre suivant, c'est transfert quantique d'énergie, le chapitre 19. Voilà. Et donc dans ce chapitre 19, ce qu'il faudrait, c'est imprimer les deux activités. Il y a l'activité 1, échange d'énergie de l'atome. Activité 2, la lumière du laser est-elle toujours rouge? Vous avez le cours aussi. Alors le cours, je l'ai mis en docx et en PDF. Bah oui, bon, je sais bien qu'il y en a qui, oui, effectivement, qui n'ont pas. Euh, il y en a qui n'ont pas d'imprimante. Oui, bah, je sais. Donc c'est vraiment. Si vous pouvez, hein. Sinon, bah tant pis. Ces documents, vous les faites, vous les imprimez pas et puis vous les téléchargez, vous les avez directement sur votre smartphone ou en ligne, hein. Mais bon, c'est plus pratique d'avoir un document en papier, hein. Donc je répète, l'activité 1, l'activité 2, le cours qui est soit en PDF, soit en document Word. C'est comme vous voulez parce il y aura des petites choses à compléter. Voilà, bon, j'ai mis une vidéo aussi, mais on verra ça plus tard. Et puis donc il y a les corrections des activités, des exercices. Mais bon, donc pour demain, ce serait bien d'imprimer ces documents parce on va démarrer l'exercice, enfin le chapitre suivant demain. Voilà, bon, s'il y a pas de questions, je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain après-midi. Au revoir, monsieur! Au revoir Arthur.